Bonjour et bienvenue dans notre émission consacrée à l'éducation aux médias. Nous sommes en direct d'Information et Orientation, le rendez-vous des collégiens et des jeunes du département de l'Ain pour découvrir les métiers et filières qui recrutent. 3 jours pour les aider à parcourir leur avenir professionnel avec évidemment ces 15 filières. C'est beaucoup plus de métiers évidemment qui leur tendent les bras. Nous vous donnons rendez-vous depuis cet événement pour échanger sur 6 thématiques importantes qui, je l'espère, permettront de donner des clés pour réussir votre orientation. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de l'éducation aux médias, de la manière dont nous pouvons aider les jeunes à développer leur esprit critique et à naviguer dans l'univers médiatique d'aujourd'hui. Un univers très riche, nous le verrons. Nous accueillons plusieurs experts et invités pour partager leur point de vue sur cet enjeu crucial de notre temps, avec notamment Sébastien Labrie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chargé de mission à la Fédération des œuvres laïques de l'Ain, que l'on appelle aussi la Ligue de l'enseignement. Alors selon l'enquête téléphone portable et Internet chez les jeunes menée par l'INSEE en 2017, 94% des jeunes de 15 ans en France possèdent un téléphone portable, ça fait beaucoup. Ça représente une forte augmentation par rapport aux années précédentes où le taux de possession de téléphone portable chez les jeunes de 15 ans était de 80% en 2010 et 67% en 2005. La progression est très rapide et on voit évidemment toute l'importance d'amener cette notion de l'éducation aux médias. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur cette notion? Est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est cette éducation aux médias et donc voilà cet enjeu très important, on l'aura compris? Donc tout à fait. Donc nous, au niveau de la Ligue nationale et par rapport à ces fédérations départementales, nous avons décidé déjà depuis quelques années de créer des outils à l'éducation aux médias sur différentes thématiques, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les fake news, que ce soit même les problèmes que peuvent engendrer trop de réseaux sociaux. Donc on a créé des outils comme des jeux, des activités pour intervenir dans les classes de primaire. On peut intervenir dès la primaire avec des intervenants de nos ligues, comme au collège et au lycée. Donc on peut intervenir aussi au lycée avec des théâtres forums et sur des échanges thématiques, sur la prévention aussi, sur des problèmes cognitifs que peuvent engendrer trop de téléphones. Alors le téléphone et l'utilisation évidemment de ce téléphone peut engendrer certaines choses pour l'utilisateur, qu'il soit jeune ou adulte d'ailleurs, avec des notions d'addiction, mais pas que. Il y a aussi cet aspect cognitif qui est important, il me semble. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a aussi des personnels au niveau de la Ligue qui viennent parler plus particulièrement des problèmes justement cognitifs, tout ce qui est après connaissance, langage, mémoire, qui peuvent induire des effets peut-être pas irréversibles, mais dangereux pour les jeunes. Un exemple, par exemple, un jeune qui est sur son téléphone ou même un adulte, si on est trop sur le téléphone, on communique pas, on communique moins. Alors, on communique pas. Le langage, il reste le même parce que souvent, dans les réseaux sociaux, le langage qu'on lit, on le retranscrit. Donc après, on n'arrive plus à faire la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on lit. Donc là, c'est important. Et après, les problèmes de mémoire. C'est-à-dire qu'on lit, sans regarder après justement le sens critique, sans développer. Donc en fin de compte, le cerveau ne se développe pas. Donc forcément, à un moment donné, on ne réfléchit plus. Donc c'est pour ça que nous, on intervient vraiment sur cette éducation. Et moi, je le dis et je le fais force aux enseignants de nous accueillir dans les écoles pour justement avoir une éducation. Et en plus, c'est une éducation vraiment pédagogique et éducative. Nous, c'est notre rôle au niveau de l'enseignement. C'est pas un diaporama qu'on diffuse pendant 1 heure et après on se sauve. Non, on peut travailler sur du long terme aussi, en créant des outils. Alors Sébastien, vous venez de dire que vous intervenez dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement dans quel type d'établissement vous intervenez pour que les professionnels aussi puissent justement vous inviter et vous appeler? Voilà. Je dirais le plus facile, c'est d'intervenir, c'est avec les primaires. Cycle 2, cycle 3. Parce qu'on crée des jeux. On crée avec eux des jeux. Des jeux de cartes, des jeux de cette famille sur les réseaux. Un permis de conduire, Internet. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est comme un permis de conduire voiture. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et à la fin de la session, on lui donne son permis ou pas. Et après, on espère qu'il va pouvoir aussi s'en servir et le diffuser autour de lui, quoi.
Mais parce qu'on donne un téléphone portable sans pour autant toujours expliquer ce qu'on peut faire avec, en fait. Exactement. C'est ça, hein. En fin de compte, parce que je crois que n'importe comment, il faut bien aussi se rendre compte que le téléphone portable, on l'a tous. Hein, pas que les jeunes, comme vous disiez, les adultes aussi. Il faut savoir s'en servir. Parce que c'est pratique, c'est utile, on l'a toujours, donc on ne peut pas s'en passer. Il ne faut pas se cacher derrière ça, mais c'est comment l'utiliser. Et je pense que ça commence très tôt. C'est vrai que sur les lycéens, on parle d'autre chose, hein, justement ce qu'on disait sur les problèmes cognitifs, mais sur les jeunes, c'est comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert. Donc le message, hein, c'est on n'interdit pas le téléphone portable, bien sûr, mais on comprend ce qu'on fait avec et on amène aussi un sens critique. Exactement. Surtout le sens critique par rapport aussi, on a un domaine, c'est, je pense que voilà, les journalistes qui vont passer après moi vont peut-être en parler, sur les fake news et les théories du complot. Donc ça se mélange aussi un peu, donc ça c'est plus intervention au niveau du collège, hein, qu'ils fassent bien le distinguo entre ce qui est réel et ce qui est faux. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu dur, hein, de faire la différence un peu entre les deux, quoi. Oui, puis le téléphone est virtuel, mais la cour de récré, elle, est bien réelle. Et le téléphone étant dans cette cour de récré, parfois les informations qui sont sur les téléphones arrivent voilà, dans la vraie vie. Ouais. Et derrière les téléphones, il y a aussi de vraies personnes. Donc attention à ce qu'on dit, attention à l'information qu'on relaye. Voilà, merci Sébastien pour nous avoir présenté cette partie. Tu interviens quand tu veux, avec grand plaisir. Et pour compléter ces propos, on va se tourner vers Thomas Dubiel, qui est réalisateur cadreur chez Média France, une entreprise que je connais bien. Tu as été, Thomas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, conseiller départemental jeune au département de l'Ain. Et c'est alors là où tu as pu déjà, premièrement, réaliser aussi ta passion pour le département avec un film. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ce projet ? Ce projet, il était simple. Alors, je peux peut-être expliquer mon parcours. Je ne sais pas si aussi, c'est intéressant. En même temps, bien sûr. Du coup, mon parcours, donc, j'ai commencé... en fait, lors de mon stage de 3e, quand j'étais au 3e, au collège de Revermont, j'ai rencontré... je ne sais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, ça m'a permis... J'ai trouvé, du coup, l'entreprise Média France, qui, en fait, je faisais un petit peu de montage, etc. Et l'entreprise Média France m'a accueilli pour que je puisse justement faire un stage et découvrir le métier de l'audiovisuel. Et par la suite, après, j'ai fait mes études. Donc, j'ai fait un bac STI 2D. Et ensuite, j'ai fait une école de cinéma. Et ensuite, maintenant, je travaille chez Média France. Du coup, en fait, quand j'étais conseiller départemental jeune, j'ai pu faire un petit documentaire sur le centenaire de Verdun. Bon, ça remonte un petit peu, après c'est pas forcément le... Mais au moins ça m'a permis d'utiliser la caméra avec un sujet un peu plus sérieux que ce que je faisais tout seul dans mon coin. Et puis voilà. Alors la mise en avant des images et des informations passe évidemment par la formation, et cette formation que tu as suivie, c'est une école de cinéma. On est donc dans la communication, on parlera du journalisme après, on va essayer de séparer un peu les deux, bien que les deux se rejoignent aussi parfois, en tout cas sur la forme. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette formation d'école de cinéma? Qu'est-ce qu'on t'apprend dans cette école? Moi, dans mon école, alors moi, c'est vraiment le métier du cinéma. Donc là, c'est pas forcément ce que je fais en ce moment, parce que du coup, moi, dans mon métier, là, je fais beaucoup de films d'entreprise, etc. Et donc moi, là, lors de ma formation, j'ai appris à être directeur photo. Donc un directeur photo, c'est celui qui va mettre en valeur justement la demande du réalisateur. Donc le réalisateur a une idée, et moi, mon but, c'est de pouvoir la mettre en image, donc avec la lumière, trouver des lieux de tournage, avec les assistants réalisateurs bien sûr, et ensuite de pouvoir de trouver la bonne caméra. Pardon, je me répète un peu, mais et alors du coup, pourquoi, peut-être vous posez la question, peut-être pourquoi j'ai pas continué dans le cinéma, c'est parce que en fait, ça m'intéressait pas forcément d'aller dans un... En fait, le cinéma, c'est un peu comme l'armée. C'est ce que je dis un peu tout le temps, mais même si c'est... Voilà. En fait, c'est-à-dire qu'on a un poste et on reste dans son poste. Et moi, ce que je voulais, c'était faire un peu la polyvalence, trouver la polyvalence, réaliser, cadrer. Et aussi, ça me permet de pouvoir aussi découvrir... Alors, la chance que j'ai, c'est que Média France est dans mon territoire, j'ai envie de dire. Et du coup, ça permettait de rester dans le territoire dans l'Ain. Dans l'Ain, parce que dans l'Ain, on est bien. Et voilà. Et aussi, donc, du coup, de pouvoir découvrir mon territoire au travers d'entreprises, de films touristiques qu'on fait aussi, voilà.
Le but, c'est de faire de belles images, c'est Oui. le but d'un caméraman et donc la communication, on essaye en permanence de sublimer un peu ces images, c'est bien ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est ton métier? Oui, alors donc moi mon métier voilà de rendre un film beau, mais il y a aussi une partie de mon métier est aussi dans le discours de ce qu'on fait passer, c'est-à-dire qu'on on va pas faire passer le même discours que ce soit un chef d'entreprise ou une autre personne lambda qu'on va interviewer. Et ça, c'est vrai que c'est important de bien choisir, de amener la personne à bien expliquer soit ce qu'ils font ou voilà des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident de recentrer, surtout sur des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de faire des interviews, par exemple, de ne pas partir sur des choses un peu comme je suis en train de faire en ce moment. Là, mais voilà. Alors, c'est cette vidéo, ces vidéos que tu vas créer, ces images et donc finalement la manière dont tu vas pouvoir traiter l'image, est-ce que tu peux influer dessus? Je m'explique. Est-ce que si tu as envie de valoriser quelqu'un, on peut faire une plus belle image que si tu avais envie parfois alors, de manipuler entre guillemets? Ça, c'est juste pour amener l'esprit critique en fait à tout le monde, d'ailleurs sur le téléphone. Alors, on va parler évidemment des réseaux sociaux dans un instant, on va parler aussi des Instagrammeurs. Ils sont toujours très beaux, mais dans la vraie vie, ils se réveillent comme nous, ils ont des cernes. Hein. Donc la communication, Ouais. c'est ça aussi, c'est toujours de sublimer et d'aller vers le mieux. Par exemple, sur un chef d'entreprise ou une personnalité politique, par exemple, le but c'est qu'on fait pas un cadre qui est en contre-plongée. Voilà, on essaie de vraiment choisir ni la caméra qui trempe parce que ça peut justement définir des idées ou des choses comme ça qui peuvent être soit négatives pour la personne. Et nous, justement, le but c'est de pouvoir sublimer à chaque fois les personnes en faisant en sorte qu'elles soient jolies, que le message passe bien à l'image. Dans les commandes que vous avez aujourd'hui, les formats ont-ils évolué? C'est-à-dire, en fait, ces vidéos, est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'il y a une mode de ces vidéos? Est-ce que c'est en lien aussi finalement avec les réseaux sociaux? Du coup, justement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les formats sont devenus de plus en plus courts. Ce qui justement permet de... Enfin, les formats sont devenus de plus en plus courts, pardon. Et du coup, c'est compliqué de faire passer un message. Comme je disais, quand des fois je fais des films pour des entreprises, le but c'est de raconter l'entreprise de plus en plus rapidement. Et j'avoue que des fois, c'est pas évident. Et en plus de ça, quand il y a des films touristiques que je peux faire, en étant cadreur, des fois, c'est pas évident non plus parce que vu que je fais des images, etc., sur un jour de tournage, de choisir les bonnes images. Et des fois, quand je, entre guillemets, galère à monter en haut d'une montagne et pas pouvoir la prendre après le montage parce que sinon le montage est trop long, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Bon, dans la communication, mais comme dans l'information, il faut parfois se lever très tôt pour avoir l'information, des fois se coucher très tard aussi. La forme, c'est bien, Thomas, mais il y a le fond. Le fond, c'est quand même quelque chose à laquelle on s'attache. On ne fait pas n'importe quoi dans la communication. Déjà parce qu'il y a la responsabilité, évidemment, de l'agence, mais aussi du client. Est-ce que ce n'est pas aussi un garde-fou par rapport à ce qu'on a entendu parfois qui pouvait être le cas sur des influenceurs ou sur de la communication de réseaux sociaux? Il y a quand même une responsabilité? Oui, c'est vrai qu'on a une grosse responsabilité. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire dire n'importe quoi aux gens. Et puis, vu que c'est souvent, ça dépend des fois, mais des fois, c'est vraiment beaucoup regardé. Donc, le but, c'est que le message soit vraiment clair. Après, voilà, c'est pas... Parfait. Tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans. À 22 ans, on s'informe comment? Est-ce que c'est, comme on l'a vu, uniquement sur le téléphone portable ou c'est peut-être avec d'autres médias? Moi, bien sûr, du coup, j'ai les réseaux sociaux où je m'informe beaucoup, sur Instagram ou sur TikTok. Mais après, moi, c'est un peu différent. Moi, j'aime bien regarder le 20h sur TF1, mais après, c'est chacun assez. Donc après, voilà. Mais quand même, ça reste Instagram, là où je suis souvent et que je m'informe avec des formats et des personnalités, des personnalités que je suis qui permettent de résumer l'actualité en peu de temps. Et j'avoue que pour moi, c'est quand même assez voilà. Sébastien, tu voulais réagir? Ouais, justement, par rapport à ça, dans les 14% de ceux qui ont un téléphone portable, c'est pas forcément que pour jouer, que pour aller sur des sites Instagram et je ne sais quoi. C'est aussi des fois pour s'informer sur des classiques, Le Monde, Figaro, Nouvel Obs, n'importe. L'équipe, voilà. C'est aussi pour s'informer et apprendre des choses aussi. Wikipédia n'a jamais eu autant de personnes depuis qu'il existe, quoi. Donc,
Alors justement, Thomas, merci pour ton témoignage. On va passer la parole à nos deux journalistes, Philippe Cornaton de La Voix de l'Ain, Sébastien Julien du Progrès. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc des journalistes accomplis. On va parler de votre formation dans un instant. Philippe, tu voulais réagir sur ce que tu viens d'entendre? Oui, je voulais simplement, je réagissais à la précision de notre collègue de la Ligue de l'enseignement. Effectivement, je vais donner juste un chiffre sur l'information sur Internet, et notamment sur le mobile. Il y a 70 millions de visites qui sont enregistrées chaque jour sur les sites et applications de la presse au sens large. Et uniquement sur pour vous donner un exemple, le premier quotidien national en France, c'est Le Figaro, qui totalise sur une année 143 millions, un peu plus de 143 millions de visites. Et sur ces 143 millions, il y en a 94 millions qui sont faites sur le site mobile. Ça veut dire que l'information, elle circule sur le mobile. Bien sûr, l'information, elle est évidemment présente sur les téléphones. On va parler de votre formation, on va revenir sur ces sujets quand même, puisque nous sommes sur ce salon Information Orientation. Certains se posent la question. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'on est venu me la poser plusieurs fois ces jours-ci. Comment faire pour être donc journaliste? Vous allez pouvoir répondre tous les deux, sachant qu'il y a des spécialisations quand on est journaliste. Je vous laisse peut-être répondre. Sébastien? Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une formation relativement classique avec des études de lettres et puis ensuite une fac d'anglais et une école de journalisme à Lyon. Donc un parcours somme toute classique. On peut y adjoindre pas mal de petites spécialités avant ou après. Aujourd'hui, je sais que par rapport à la thématique du jour, la notion scientifique est très importante, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. On pense journalisme, on pense peut-être littéraire. Oui, aux lettres, c'est souvent ce qu'on dit. Et sauf que, voilà, effectivement, tout l'aspect scientifique pour l'esprit critique, notamment, la méthodologie est de plus en plus importante. On va... Philippe, peut-être un complément? Moi, je ne suis pas du tout passé par une école, puisque j'ai fait des études de sociologie avec une licence, et j'ai intégré un journal dans lequel je suis toujours. Et j'ai été formé sur le tas, comme on dit. Et il y a encore quelques journalistes qui le sont comme ça. Et heureusement, parce que voilà, il y a des parcours qui sont différents. C'est ce qui fait aussi toute la richesse de cette société. Sinon, ce serait bien triste. On serait tous catalogués. Et donc, voilà, c'est un autre sujet. Ce sera pour une thématique l'année prochaine. Quelle est la motivation à devenir journaliste? Et puis, quels sont finalement les aspects à avoir dans sa personnalité? Peut-être, j'imagine que la curiosité, aimer les gens, mais pas que. Hein. La curiosité, c'est essentiel. Quelqu'un qui se prédestine ou qui se destine à exercer cette profession et qui n'est pas curieux, moi je lui conseille d'exercer un autre métier. C'est nécessaire, aimer les gens forcément, avoir le goût du contact avec les autres. C'est un métier de contact, c'est un métier de relations humaines, c'est un métier de confiance aussi. Une information, elle n'existe pas, elle ne se produit pas si à un moment donné on n'est pas en confiance avec notre interlocuteur. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, mais... La curiosité est essentielle. Je crois que c'est la base de tout aujourd'hui. Et quand on parle aujourd'hui de produire de l'information, on va intéresser quand même notre audience, nos lecteurs. Il faut que nous-mêmes en soient intéressés. Il faut qu'on véhicule quelque chose. Donc la curiosité, elle est effectivement essentielle. Ça passe par là, à mon sens. Il faut aussi porter un intérêt au monde qui nous entoure. Quand on dit être curieux, curieux de quoi? Curieux de tout. Un journaliste, quand il pousse la porte d'une rédaction, quelqu'un qui va travailler dans une rédaction, il doit s'intéresser à l'économie, à la culture, à la politique, aux sciences, évidemment. On doit ne surtout pas avoir d'œillères, aucun préjugé. C'est un métier où on nous demande de laisser nos idées, notre opinion personnelle au vestiaire et pour aller à la pêche aux infos. Oui, la neutralité du journaliste, ça c'est très important et évidemment il faut c'est voilà le point de mire, le but en tout cas, et il faut se le rappeler très souvent. C'est souvent le curseur. On délimitait tout à l'heure la communication et le journalisme, l'objectivité. C'est ce qui doit nous permettre souvent de dresser des garde-fous dans ce qu'on va essayer de donner aux gens. Donc, c'est pas toujours facile.
Et là, on pourrait parler d'esprit critique et des biais qu'on peut rencontrer nous-mêmes, hein, tout à chacun, et que nos enfants, dans l'éducation aux médias, peuvent rencontrer. Et c'est pas toujours facile. Alors justement, la thématique de cette émission, c'est l'éducation aux médias dans notre société contemporaine. Votre opinion sur celle-ci, elle est importante, primordiale pour justement faire la différence. On l'a vu entre des journalistes qui doivent ramener des faits. On va voir dans un instant justement quand est-ce que vous décidez de ramener une information. On va le voir dans un instant. Mais cette éducation aux médias, elle est importante quand on est journaliste et quand on est parent. Elle est compliquée, déjà. Elle est essentielle, évidemment, mais elle est compliquée, puisqu'on vit dans un monde où l'information est de partout, sous toutes ses formes. Elle a investi différents médias et différents médiums. On la swipe, on la scroll. On parlait de mobile, notamment. Je parlais pour le Progrès, hein, pour mon titre. C'est quasiment 80% de la consultation qui est faite en mobile aujourd'hui. Voilà, donc le nomadisme a fait place aujourd'hui à autre chose, c'est-à-dire qu'on consomme l'information à toute heure, n'importe comment, et parfois n'importe comment, mais c'est là où il faut qu'on guide justement nos enfants, il faut qu'on leur explique peut-être le chemin, et là où ils peuvent rencontrer de grosses difficultés avec ce que vous expliquiez tout à l'heure. Chaque année, au journal, dans notre rédaction, je pense qu'il en est de même au Progrès, on accueille des élèves de 3e qui viennent en stage d'observation. Alors, en général, ce sont des élèves qui ont un intérêt pour la presse, mais on a aussi des élèves qui viennent là parce qu'il fallait bien choisir un stage. Donc, il y a de la lumière chez nous et ils sont passés. Et on les interroge sur savoir s'ils lisent la presse. Alors, on prend un bon coup sur la tête là quand on a leurs réponses parce que forcément, ils lisent très peu la presse écrite. Mais au bout de 4 jours d'immersion dans la rédaction, ils découvrent comment on fait l'information, comment on collecte l'information. Et ce qu'ils découvrent, surtout, ce qui est important, c'est le temps. Les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui est publié sur ce média, c'est l'instantané. C'est-à-dire, il pleut, je vais vite écrire, il pleut. Bon. Et sans savoir d'abord, les personnes qui vont recevoir cette info vont la prendre pour argent comptant, alors que peut-être il ne pleut pas du tout. Donc nous, notre travail, c'est de vérifier. Et là, au cours de leur stage, les élèves découvrent qu'on vérifie l'information, qu'on la recoupe, qu'on va aux sources, qu'on précise les sources dans notre article. Et c'est ce qui fait la différence avec les réseaux sociaux. Ce que je retiens, c'est que lorsque l'on voit une information, l'esprit critique de se poser la question si l'information est vraie et d'aller faire quelques recherches sur notamment alors des moteurs de recherche, peu importe, mais pour voir si cette information est recoupée avant de la diffuser, surtout la rediffusion de ces des fois rumeurs, de ces fake news, ça peut être très dangereux, Sébastien. Ah oui, tout à fait. En fin de compte, nous, quand on intervient en classe, on présente des rumeurs, des fake news. Et après, c'est à eux de jouer, de dire si c'est vrai, si c'est faux. Et en fin de compte, on a des réponses, mais complètement affolantes, hein, même voire inquiétantes. Donc c'est pour ça que je pense que l'éducation, je ne sais pas si vous allez pouvoir compléter, mais sur les fake news, les théories du complot, c'est vrai que certains jeunes ont du mal à faire la différence entre ce qu'ils lisent et ce qui est vraiment réel. Hein. On part sur des sujets vraiment très importants. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est confronté systématiquement à ce qu'on appelle le biais de popularité. Plus c'est populaire, plus ça va être diffusé, c'est probablement de plus en plus vrai, alors que ce n'est pas le cas. Et ce biais de popularité-là, il fait énormément de mal, et il investit les réseaux, on le voit de partout, c'est-à-dire que le même post, on va le voir arriver de partout, la fake news, la désinformation. Et ça, c'est très compliqué pour lutter contre ça. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ça maintenant forcément, il y a des lois qui vont être mises en place, on va essayer de travailler là-dessus, il y a des rapports qui ont été émis au niveau du gouvernement. Et finalement, heureusement, alors il y a l'esprit critique parce qu'on peut aller rechercher une information, mais le garde-fou, ça reste quand même le journaliste, puisque c'est lui qui va pouvoir valider cette information. Et finalement, les deux titres que vous représentez, Le Progrès et La Voix de l'Ain, c'est aussi toute la confiance qu'on peut avoir auprès d'une information. Thomas disait tout à l'heure, moi je regarde encore le 20h, mais le 20h, il y a toute une journée pour traiter l'information. Donc le fait de ne pas être dans l'immédiateté, ça c'est un vrai garde-fou, Philippe. On y est confronté aussi, puisque nous animons des réseaux sociaux, des sites internet. Mais c'est vrai que l'information, pour être vérifiée, pour être sourcée, ça demande du temps. Donc on doit s'échapper de cette urgence
à poster, de cette urgence à cliquer pour assurer une information fiable. Et je vais apporter une précision. Notre métier, il est aussi régi par un code déontologique, un peu comme les médecins. La déontologie des journalistes repose sur quelques règles, et en particulier la fiabilité de l'information, la neutralité, recouper les sources, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont des règles qui sont partagées et appliquées par l'ensemble des journalistes de manière scrupuleuse. Comment on se situe quand on est journaliste, quand on représente donc une entreprise et vous avez certainement les informations, mais face à ces réseaux sociaux, par exemple TikTok, Instagram et d'autres, et ceux qui viendront dans les années à venir, parce que ça va très vite, hein, il y a 20 ans, tout cela n'existait pas, 20 ans, c'est quand même très très court. Vous essayez d'aller sur ces réseaux-là, quand même avec cette notion d'immédiateté où il faut faire attention ? Bien sûr, on a investi tous les réseaux sociaux, que ce soit en termes de veille d'information, puisqu'aujourd'hui, effectivement, qu'on soit en veille concurrentielle ou en veille d'information basique, effectivement, on est sur tous les réseaux. On est là aussi parce que c'est une source d'audience, on ne va pas se mentir. Donc on essaye d'investir les réseaux, mais pas n'importe comment. On ne communiquera pas de la même manière sur Facebook, on n'ira pas chercher le même lectorat via Facebook qu'on ira le chercher sur un réseau plus professionnel qu'est Twitter, ou sur des réseaux plus jeunes que sont Instagram ou TikTok aujourd'hui. Donc, on parlait des formats tout à l'heure. Évidemment, il y a la notion de format aussi. Donc, comment on communique sur ces réseaux, même en tant que presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on fait. Parce que très, très souvent, on a le savoir-faire, ça on l'a, et on n'a pas toujours le faire savoir. Comment on va présenter notre production. Et justement, j'allais vous poser la question, vous allez certainement me tirer les oreilles, mais les influenceurs, ils sont quand même dans le beau, dans le paraître. Ils prennent du temps pour se mettre en valeur. Les journalistes sont de plus en plus derrière leur ordinateur, au téléphone, vont sur le terrain, n'ont pas la même manière de s'exprimer que finalement. C'est quoi alors? C'est pas que ça la différence entre influenceurs et journalistes. Est-ce que les influenceurs ne se placent pas, est-ce qu'ils essaient pas de prendre un peu la place des journalistes aujourd'hui sur ces réseaux? Les journalistes ont toujours été à leur manière des influenceurs de l'opinion. On peut le dire sans difficulté. Quand vous sortez une information qui va déranger, ou quand vous, au moment d'une élection ou un peu avant une élection, ça peut orienter un vote. Bon, c'est une réalité. Maintenant, les influenceurs tels qu'on les entend aujourd'hui sont des personnes qui vendent d'abord une image, un savoir-être et un savoir présenter une marque assez souvent. Ils essaient de vivre de leurs compétences à manier et à travailler avec ces nouveaux outils multimédia pour vendre une image d'une entreprise et en vivre. Et c'est de la com. Et c'est de la com. Et c'est là où se trouve vraiment la limite. C'est de l'économie. Ouais. Oui, c'est du placement de produits. On a beaucoup d'influenceurs qui jouent là-dessus, de toute façon, parce que derrière, il y a une très grosse manne. Donc il faut faire grimper le nombre de likes, le nombre d'abonnés, et on place du produit. C'est pas que ça. On a aussi des influenceurs qui sont des débunkers, comme on dit, notamment au niveau de l'information. On a des gens qui n'étaient pas forcément journalistes au départ, qui pouvaient très bien être de formation plus scientifique, et qui ont pris le train ces dernières années, notamment au gré de la crise sanitaire et de toutes les fausses informations qui sont nées ces 2-3 dernières années, prendre le parti de dire, allez, on va débunker tout ça, on va essayer. Et ce que font aujourd'hui les sites de presse, quasiment tous les sites de presse ont une petite rubrique qui débunk les fake news, qui essaye d'expliquer ce qu'est la désinformation, là où elle peut se cacher quand on arrive à la voir. Alors justement, quels conseils on peut donner aux jeunes qui nous regardent, aux parents aussi, qui vont pouvoir les encadrer pour mieux consommer tous ces médias, tous ces réseaux sociaux et peut-être développer leur esprit critique. On a dit recouper tout à l'heure l'information, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut douter. Alors, pas douter tout le temps de tout, on est bien d'accord. Parce qu'après on devient complotiste. Oui, non, puis le temps ne nous le permet pas. Mais il faut savoir garder un petit peu de recul et savoir se poser les questions. Et ça, c'est l'esprit critique. Et ça, c'est véritablement un enseignement majeur. Et on va même dépasser le cadre de nos collégiens et de nos lycéens à qui il faut amener tout ça. On parle aussi de nous. Quand je dis nous, c'est moi aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait en permanence, quelque part, dans un petit coin de la tête, qu'on peut se servir de nous,
qu'on peut avoir de la récupération, qu'on peut essayer de nous mentir, quelles que soient les fins observées. Mais la réalité, c'est ça, c'est l'esprit critique, l'art du doute, ce qu'on appelle la zététique, pour être un peu pompeux, mais la réalité, elle est là, c'est le doute, arriver à essayer de garder ça en tête, d'avoir cette vigilance permanente, en se disant, peut-être un peu trop beau, peut-être un peu trop fort, c'est peut-être un peu trop rapide sur les réseaux. Ouais, d'ailleurs, je pense que les jeunes, malheureusement, les plus jeunes, parce qu'il y a aussi un vrai problème de société avec les réseaux sociaux, c'est le harcèlement, qui est une problématique forte dans les collèges. Et qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? C'est une fake news sur une personne en vue de déstabiliser, de nuire à cette personne. C'est une information malveillante. Et la première chose qu'un élève, qu'un jeune qui reçoit ce type d'information, soit dit, qui n'est pas une information, mais ce type de message, se pose, mais qui dit ceci sur moi ? Et quel intérêt, évidemment, a-t-il à avoir pour dire cela ? Finalement, il faut peut-être être sur les réseaux, mais il faut aussi faire l'effort de regarder, Thomas le disait tout à l'heure, peut-être des grands titres. Alors, ce soit un journal, s'il y a un journal qui est sur la table, si les parents regardent le journal de 20h, c'est l'occasion aussi d'avoir peut-être... au moins une vérité à un moment donné. J'évoquais la curiosité tout à l'heure, mais il faut aussi que cette jeunesse soit curieuse et essaie d'aller sur ces supports. Alors nous aussi, à notre niveau, de rendre notre information plus abordable. Et on essaie, je vais parler un peu pour ma chapelle, là, pour la Voix de l'Ain, on essaie sur le site internet, ça fait quelques années qu'on s'engage aussi sur la vidéo avec les moyens qui sont ceux de notre entreprise, et avec des formats, on expérimente là depuis quelques semaines des formats de vidéo sur de l'info courts, très courts, et qui sont réalisés par une jeune collègue qui est en stage chez nous, Chaline Akbari, et qui fait un très bon travail. Et on a notamment un format de portrait qu'on intitule In-Off, où on pose quelques questions, mais très rapides, à un interlocuteur, où il parle de son actualité, et puis ensuite, il parle plus personnellement de lui. Non, ce que je voulais juste dire, c'était que par rapport à la curiosité, c'était intéressant. Enfin, ce qui est compliqué aussi, c'est le référencement, parce que du coup... c'est pas évident de trouver la bonne information, alors quand on est à cause entre guillemets du référencement, on est toujours ciblé sur la même chose. Sur les algorithmes et le référencement, c'est-à-dire que la communication, on essaye d'être référencé, et donc de ressortir grâce à ces algorithmes. Et puis l'algorithme, c'est aussi un peu l'ennemi de la curiosité quand on doit amener un peu de neutralité, c'est-à-dire que quand on a un intérêt par exemple pour des vidéos de chats, par exemple, Thomas. Par exemple, les vidéos de chats, si on regarde une fois ça, après ça va que tout le temps nous en emmener. Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple, c'est que par exemple sur Netflix, c'est plus sur les choix qu'on fait. Avant, quand les plateformes n'existaient pas, on était sur la télé. Les sujets étaient imposés en fait. Alors que maintenant, on choisit toujours tout le temps. Par exemple, sur Netflix, on va choisir quel film on veut regarder ou non. Et du coup, je trouve ça dommage. Et par rapport à la curiosité, par rapport aux recherches, je trouve ça permet. Enfin, c'est moins intéressant parce qu'on choisit à chaque fois ce qu'on veut regarder, alors qu'avant à la télé, on nous imposait des choses. Et des fois, quand on passait sur Arte, par exemple, on s'arrêtait quelques secondes sur un documentaire. Et puis après, peut-être qu'on était amené à le regarder jusqu'au bout. Alors que maintenant, on est toujours. On choisit tout. Ouais. Alors justement, ces algorithmes, est-ce qu'ils ne sont pas finalement les ennemis de la curiosité ? Si, pour une bonne raison, c'est qu'on parlait de biais de popularité tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Parce qu'à un moment donné, on est tous pareils, dans notre petit confort de pensée, on va aller généralement consulter des articles ou des sources d'informations qui vont dans le sens de ce qui nous arrange, pour éviter cette fameuse dissonance cognitive qui va nous mettre mal à l'aise. J'ai pas envie d'être confronté à un truc qui ne correspond pas à ma pensée. Ça, c'est compliqué. Et l'algorithme, il nous observe, il apprend de nous et il va nous reproposer exactement ce qui nous intéresse et nous enfermer dans un espèce d'espace où on ne sortira pas. Et c'est terrible, ça fait peur, mais c'est une réalité. Donc ces algorithmes-là dont on se sert finalement tous dans nos entreprises, dans nos métiers de presse aussi, puisque à un moment donné, on veut être vu, on veut être lu, on veut être donc référencé. Et on rentre dans le jeu sans le vouloir, mais on rentre dans ce jeu-là de référencement et d'algorithme.
Alors cet algorithme, on va essayer quand même d'expliquer très rapidement parce que c'est un mot un peu compliqué. C'est finalement dans le fonctionnement de l'application, du site internet ou du programme, une intelligence qui va donc observer ce que l'on regarde et donc nous proposer régulièrement la même chose, ce qui veut dire que c'est encore une fois voilà des œillères par rapport à la curiosité qu'on pourrait avoir. Et ça, Sébastien, c'est dramatique. Hein. On nous emmène l'info qu'on veut voir, quoi. On n'a plus le sens critique, on n'a plus l'aspect curiosité, donc il faut aller plus loin que ça. Donc ça, nous, c'est au niveau collège qu'on leur explique ça, l'histoire des algorithmes. Parce que ça, voilà. Enfin, je pense qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'en fin de compte, on va même plus chercher l'info, c'est l'info qui vient à nous, mais c'est l'info que l'ordinateur a souhaité. Et c'est ce qui... J'ai plus, on sait. C'est ce qui crée l'addiction finalement. C'est ce qui fait le fait qu'on revient. Exactement. On nous propose le chat, le chaton. Le chat. Non, mais le chat est un très bon exemple. Hein. C'est vrai. Alors moi, personnellement, je regarde d'autres choses que le chat, évidemment. Moi, c'est plutôt des rendus 3D. J'aime bien ça, mais c'est vrai que je n'ai que ça. Voilà. Moi, je saurais trop conseiller à la Ligue de l'enseignement d'inciter les élèves à être un peu rebelles par rapport aux algorithmes. Ouais. Oui, c'est ça. Mais si ça pouvait être si simple d'être rebelle par rapport à ça, mais je crois que les algorithmes sont presque plus forts que nous. Quoi. Ah ben on les subit. On les subit. Ils préexistent à tout ce qu'on fait. Et on se pose même la question, mais alors là, je vais très loin, voilà, quel est l'intérêt justement de ces algorithmes et donc voilà, avec notamment des applications, cette application TikTok où on prête souvent, alors là, attention, je vais même peut-être sur une fake news, que l'algorithme européen ne serait pas le même que celui en Chine. En tout cas, c'est une information qu'on voit régulièrement. Donc voilà, je vous laisse regarder peut-être et exercer votre esprit critique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations aussi finalement aujourd'hui? Parce que dans la poche, on le sort, on est submergé par des notifications, des informations. Le journaliste, il fait le tri aussi. Et ça, c'est intéressant, Philippe. Voilà un terme qui est complètement dans le quotidien de notre métier. Le journaliste, il fait quoi? Il reçoit des informations, il trie, il classe par rubrique, il vérifie, et ensuite il publie. Il publie où? Sur un support. C'est un support écrit, comme le sont le quotidien Le Progrès ou l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, sur un support audio, ça peut être dans une radio, sur un support audiovisuel, une télévision, ou sur Internet. Tout ça, c'est qu'une question de support. Et après, il y a des formats qui vont derrière. Ouais, et ça, c'est vrai que voilà, il faut être vigilant. Alors, il y a un autre... je sors complètement, finalement, un peu de cette éducation aux médias, quoique, puisqu'Internet est un média. On va parler de ce phénomène de société qui s'appelle ChatGPT, qui fait beaucoup d'émules en ce moment. Alors attention, vous êtes en 3e, on va vous demander des rédactions, on va vous demander des exposés dans les années à venir. On a formé les profs sur ce salon pour détecter celles et ceux qui iraient peut-être regarder eh bien, cette intelligence artificielle. L'introduction à cette émission, en fait, elle a été écrite par cette intelligence artificielle. Et pour bluffer Sébastien qui m'a dit « je ne connais pas du tout ChatGPT », on a parlé tout à l'heure notamment du BAFA. J'ai demandé là à l'instant à cette intelligence artificielle de me sortir un rapport de stage. Je vais vous en lire quelques lignes pour voir quand même combien c'est impressionnant. Alors durant ce stage, j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique les connaissances acquises lors de ma formation BAFA en tant qu'animateur en centre de loisirs. J'ai été affecté à un centre accueillant des enfants âgés de 6 à 12 ans et j'ai participé à l'organisation, à la mise en place d'activités ludiques éducatives pour les enfants. Avec cette intelligence, moi qui ne connais pas du tout ce monde-là, je peux donner illusion, en fait, finalement, de connaître. Alors, moi, qui suis arrivé ce matin, je ne connaissais pas... c'est pas une application, donc cette application. Et j'ai été bluffé par le contenu. C'est-à-dire que Marc a posé comme question rapport BAFA animateur. On lui a sorti ça. Et moi, étant formateur, j'ai vérifié. Et il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Donc heureusement qu'il y a quand même encore un peu d'oral qui permet de voir la personne en face. Sinon, ça équivaut à un rapport de stage excellent.
rêver en posant la question je suis animateur en centre de loisirs, écris-moi un rapport de stage BAFA. C'est assez impressionnant. Et ça, justement, est-ce que c'est pas dangereux aussi on va un peu plus loin, mais sur le journalisme, alors il va bien falloir qu'on alimente cette intelligence artificielle. Et là, finalement, c'est votre boulot. La mise en forme, elle existe s'il y a des données. Mais ce qui est compliqué, c'est ça. C'est que là, on a affaire à une intelligence artificielle, à un robot conversationnel générateur de contenu qui va produire du contenu. Ça, c'est un vrai problème de base. Comment il va gérer ses sources, comment il va grossir, parce que c'est une intelligence qui va grossir. Auparavant, on avait du plagiat avec Wikipédia pour certains rapports ou certaines dissertations, on a connu. Et maintenant, on a une intelligence. Et les données sont limitées jusqu'à 2021. Après, il n'est pas à jour. Voilà, donc en plus, sont sur des années antérieures. Voilà. Donc voilà, donc là, on a affaire pas un concurrent, mais à quelque chose de dangereux qui va venir produire du contenu et qui va venir, enrichir le chaos informationnel, c'est-à-dire la masse d'informations qui arrivent de partout et qui oblige la presse à être toujours plus sérieuse, bien qu'elle le soit, mais comment se positionner au milieu de ce chaos-là ? Ce sera le phare, finalement, pour garder le cap et avoir la lumière pour nous guider. Oui, c'est une espèce d'avatar, déjà, en quelque sorte. Mais on peut s'en inquiéter, on peut avoir très peur. Je pense qu'on peut avoir peur pour le fonctionnement de nos démocraties, parce que je vais rappeler quand même une essence, c'est que notre métier, sans que ça soit présomptueux, mais on participe au bon fonctionnement de la démocratie. Le journaliste, dans la mesure où il est là pour rapporter l'expression de toutes les opinions, ce que fera pas un robot, je pense pas. Donc on est des acteurs de cette démocratie. Ce type de machine, parce que c'est une machine, ni plus ni moins inventée par des hommes, avec des algorithmes qui ont été mis en place par des mathématiciens ou des informaticiens, qui fait que utiliser des données qui sont existantes, le robot ne fera jamais le travail suivant du journaliste, c'est essayer de savoir ce qui va se passer demain, d'anticiper sur une information. Parce qu'il n'aura pas un carnet d'adresses peut-être aussi fourni que le nôtre, et il lui manquera un truc que les journalistes, que les humains ont, c'est le sens des relations humaines, tout simplement. Une machine, aussi perfectionnée soit-elle, ne sera pas aussi sympathique qu'un être humain. Ce qui est essentiel dans ce que vient de dire Philippe, c'est que en fait, la base de notre conversation d'éducation aux médias, des enfants d'esprit critique, c'est le débat démocratique de demain. Et c'est vraiment essentiel ce que tu viens de dire, parce que tout ça, ça va participer à complexifier terriblement tout ce débat-là. Parce qu'il va falloir aller chercher la bonne information au bon moment, au bon endroit. Et ça c'est compliqué. Et ça peut être effrayant. Eh bien, rendez-vous dans quelques mois, quelques années pour faire le point. Voilà, on termine en plombant un peu l'ambiance, mais voilà, en tout cas, on sait que cela existe. Les professeurs le savent aussi. De plus en plus, on a des outils aussi pour détecter le contenu de ces intelligences artificielles. Voilà, donc si on résume, il faut évidemment être curieux, faire appel à l'esprit critique. En tout cas, on a passé un très bon moment à discuter de l'éducation aux médias avec nos invités experts aujourd'hui. Nous avons pu mettre en lumière l'importance cruciale de l'éducation aux médias dans notre société actuelle, où les médias et les réseaux sociaux ont une influence de plus en plus importante sur notre manière de percevoir le monde et de nous informer. Enfin, voilà, nous avons rappelé qu'il est crucial de lutter contre la désinformation et de promouvoir la transparence et la responsabilité, notamment voilà, des informations dans les médias. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions en vidéo à la demande sur le site 1.fr. Merci à nos invités. Merci d'avoir été avec nous. Nos deux Sébastien, Philippe et Thomas, pour avoir apporté vos lumières. Merci à Marie de Rogna de la direction de la communication et à Amélie Daguet-Fiorini, la direction des collèges du département de l'Ain. Merci à elle pour l'énorme travail qu'elle a réalisé pour préparer cette émission. C'était William Dodard et les équipes de Média France pour le plateau télé et les moyens techniques. Merci à eux et à très bientôt.